Santé et chocolat. Bonjour et bienvenue dans Santé et chocolat, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine tout en gourmandise, où j'aborderai avec vous la nutrition selon une approche métabolique et holistique. Je suis Céline Faustin, diététicienne nutritionniste depuis 2005, spécialisée dans le rééquilibrage alimentaire avec des notions de psychonutrition et de micronutrition. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon parcours, mon histoire avec la nutrition, mais aussi beaucoup d'expériences vécues auprès de mes patients. La compréhension du fonctionnement de votre métabolisme est une notion essentielle à mes yeux et je vous le partage ici dans ce podcast. D'ailleurs, j'aborderai les thématiques comme la perte de poids, la productivité, la prévention santé, le sucre, des sujets qui me passionnent et qui sont la base de mes accompagnements. Seule ou avec des invités, je vous partagerai mes conseils simples et applicables instantanément dans votre quotidien. En toute sérénité, vous allez acquérir les connaissances dont vous avez besoin pour vous permettre de vous sentir bien dans votre corps, votre esprit et votre assiette. Installez-vous confortablement, prenez votre boisson préférée et un petit carnet. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Santé et chocolat, le podcast qui t'aide à mieux comprendre ton métabolisme et à prendre soin de ta santé avec douceur, bon sens et expertise. Aujourd'hui, je viens bousculer une idée reçue très tenace. Non, il ne suffit pas de manger du sucre pour devenir diabétique. Tu peux très bien avoir une alimentation plutôt équilibrée, ne pas consommer de bonbons, de soda ou de gâteaux tous les jours et malgré tout développer une résistance à l'insuline et un jour un diabète de type 2. Alors comment est-ce que c'est possible? Quelles sont les causes et surtout comment on peut anticiper avant qu'il ne soit trop tard? C'est justement ce que je vais vous expliquer dans cet épisode. Alors déjà, c'est quoi exactement le diabète de type 2? Alors le diabète de type 2, c'est une maladie chronique, souvent silencieuse au début, qui se développe en fait quand vos cellules ne répondent plus bien à l'insuline. L'insuline, j'en ai déjà beaucoup parlé ici, c'est en fait une hormone produite par le pancréas qui agit comme une clé pour faire rentrer le sucre dans nos cellules, là où il va être utilisé comme énergie. Mais quand cette clé ne fonctionne plus bien, parce que la serrure, par exemple, notre cellule, est devenue résistante, en fait, ce sucre reste bloqué dans le sang et notre pancréas, pour compenser, va produire encore plus d'insuline. Résultat, au fil du temps, cette surproduction fatigue le pancréas et le taux de sucre dans notre sang commence à grimper sans qu'on s'en rende compte. C'est un processus qui est très lent, très progressif, mais malheureusement qui est lourd de conséquences si on n'agit pas à temps. Il y a quelque temps, le diabète de type 2 apparaissait vers l'âge de 50-60 ans, c'est ce qu'on appelait le diabète gras. Aujourd'hui, malheureusement, il apparaît bien plus tôt, vers 40-50 ans, voire même de plus en plus tôt pour certaines personnes, je le vois au niveau de mes patients. Et quand on sait que la résistance à l'insuline touche plus de 30% de la population mondiale et que cette résistance à l'insuline est en fait la première étape du diabète, je pense que ça concernera de plus en plus de personnes, malheureusement, dans les années à venir. Je vais vous donner ici 8 raisons principales qui n'ont rien à voir avec les bonbons, les desserts ou la confiture et qui peuvent quand même vous faire devenir diabétique. Par exemple, vous consommez peut-être trop de glucides, mais pas forcément sucrés. Parce que le corps ne fait pas la différence entre un pain blanc, une pâte à pizza ou un bol de céréales industrielles. Une fois digéré, tout ça devient du glucose. Ces aliments ont un index glycémique élevé, donc vont provoquer des pics de sucre dans le sang et donc des pics d'insuline derrière. Et à force, vos cellules deviennent sourdes
à l'insuline, elles deviennent résistantes. C'est donc le début de la résistance à l'insuline. Donc même sans sucre, un excès de glucides raffinés de mauvaise qualité peut être à l'origine d'un futur diabète. Vous mangez peut-être de mauvaises graisses. C'est la deuxième raison. Les huiles végétales raffinées, les plats industriels, les snacks transformés, en fait, tous ces aliments sont riches en oméga 6 et en graisses de mauvaise qualité. Et ça entretient l'inflammation chronique. Et qui dit inflammation dit perturbation de la signalisation hormonale, notamment de l'insuline. Donc, vous avez plus de mal à faire rentrer le sucre là où il faut pour en faire de l'énergie. Le glucose reste donc dans la circulation et le corps produit donc toujours plus d'insuline. Vous êtes stressé chroniquement. Le stress active le cortisol qui élève naturellement notre glycémie. C'est utile si on doit fuir un danger, mais pas si on est juste devant notre ordi. Et un stress chronique va entraîner un taux de sucre trop élevé, même si on ne mange pas. Et plus notre taux de sucre augmente, plus notre corps produit de l'insuline. Résultat, on entretient l'insulinorésistance sans grignoter une seule sucrerie. Si vous dormez mal aussi, puisque le manque de sommeil est égal à plus de fringales, égale plus de stockage, est égal à moins de sensibilité à l'insuline. Dormir moins de 6 heures par nuit va perturber votre métabolisme, vos hormones de la faim aussi, toutes les hormones de manière générale, mais aussi celles de la faim, votre gestion du sucre et va accélérer le développement de la résistance à l'insuline, parfois sans qu'on ne s'en rende compte. Autre raison, vous êtes trop sédentaire. Le muscle est l'un des plus grands consommateurs de sucre. Si vous bougez peu, votre muscle ne va pas jouer son rôle. Résultat, le sucre reste dans le sang, l'insuline augmente et donc la résistance à l'insuline s'installe. Bonne nouvelle, marcher 30 minutes après un repas suffit à relancer la machine. Donc je vous invite à rester actif. Ou peut-être que vous avez un terrain génétique. Si l'un de vos parents est diabétique, vous avez 30% de risque de le devenir vous aussi. Si les deux sont diabétiques, le risque monte à 50% et plus. Mais l'hérédité n'est pas une fatalité, c'est votre mode de vie qui fera la différence. Vous pouvez tout à fait euh, avoir ce risque sans l'activer, si vous prenez soin de votre hygiène de vie. Aussi, info importante, parce qu'on n'en parle vraiment pas assez, si vous avez eu un diabète gestationnel, c'est-à-dire un diabète durant votre grossesse, arrivé à 40 ans, vous avez 50% de risque de devenir diabétique. Donc si vous avez été enceinte, je ne sais pas, à l'âge de 25 ou 30 ans, que vous aviez un diabète durant votre grossesse, arrivé à l'âge de 40 ans, vous avez 50% de risque de plus. Donc s'il vous plaît, faites de la prévention, faites des tests, euh, soyez surveillés dès l'âge de 35 ans pour éviter ça. Autre raison à laquelle on ne pense jamais, c'est votre santé intestinale. C'est un point qu'on oublie trop souvent. Vos intestins jouent un rôle central dans la régulation de votre glycémie. Une flore intestinale, un microbiote appauvri, déséquilibré ou en dysbiose peut perturber votre réponse glycémique, peut entretenir une inflammation, va réduire la sensibilité à l'insuline, va provoquer des fringales puisque les mauvaises bactéries raffolent du sucre et elles savent très bien réclamer le sucre qu'elles veulent. Donc au niveau du cerveau, vous allez avoir des envies de sucre alors qu'en fait c'est pas du tout vous, c'est les bactéries qu'il y a dans vos intestins. Et donc, travailler sur votre microbiote, c'est super important. C'est un levier puissant de prévention. C'est pour ça que dans chacun de mes accompagnements, je fais faire une régénération intestinale à mes patients. Comme ça, au moins, la base, elle est OK. Huitième et dernière raison, c'est que vous avez pris de la graisse au niveau du ventre.
Et là, il y a une hormone qu'on oublie trop souvent, c'est la résistine. Elle est sécrétée par le tissu adipeux situé autour du ventre. Plus vous allez stocker de graisse abdominale, plus vous allez produire de résistine. Et cette résistine va empêcher l'insuline de faire son travail. Elle va créer la résistance à l'insuline. C'est pour ça qu'on l'appelle résistine. Donc, du coup, on peut devenir insulino-résistant. Et c'est finalement un cercle vicieux parce que plus on stocke, plus on produit de résistine et plus on stocke encore plus. Alors, comment savoir si vous êtes concerné par la résistance à l'insuline qui est, comme je l'ai dit, la première étape avant un diabète? Alors, il y a certains symptômes qui doivent vous alerter. Par exemple, vous avez des envies de sucre. Vous avez une grosse fatigue, surtout après les repas. Vous êtes ballonné, vous avez une prise de poids inexpliquée, surtout au niveau abdominal. Vous avez des difficultés à perdre ce poids malgré une bonne hygiène de vie. Vous avez des coups de pompe, surtout après les repas, je l'ai dit. Vous avez des acrocordons, donc c'est des petites excroissances de peau, un peu comme des verrues qu'on peut avoir au niveau des aisselles, au niveau des bretelles de soutien-gorge, au niveau du cou. Ou alors votre cholestérol, vos triglycérides sont élevés, ou vous avez de l'acné, de l'alopécie ou du vitiligo. Ça, ce sont en fait des signes silencieux d'une résistance à l'insuline qui s'installe et qui ne se voit pas toujours dans le bilan sanguin. Parce que justement, comment dépister finalement si c'est déjà présent au-delà de ces symptômes ou non? En fait, il faut savoir que les bilans sanguins classiques, ça peut aider, mais parfois, ce qu'on peut voir dans les bilans sanguins, c'est trop tard. Je vous ai fait d'ailleurs un épisode de podcast très détaillé sur les chiffres exacts à regarder dans votre bilan sanguin. Je vous invite à aller écouter l'épisode 16 de mon podcast, mais en gros, dans le bilan sanguin, ça concerne la glycémie à jeun, l'insuline à jeun, l'indice OMA, l'hémoglobine glyquée, le ratio triglycérides par rapport au HDL et l'acide urique. Tout ça, si c'est hors des clous, c'est qu'il y a une résistance à l'insuline. Donc, je vous donne les chiffres dans l'épisode 16. L'ennui, c'est que ces marqueurs ne détectent le problème que lorsque c'est déjà bien installé. Et c'est là qu'intervient le test HTMA, mon outil préféré, puisque grâce à une simple mèche de cheveux, on peut analyser le fonctionnement de vos cellules sur les 3 derniers mois et repérer des signaux bien avant ce que le bilan sanguin peut montrer. Par exemple, un calcium trop élevé, un magnésium ou un potassium trop faible, ce sont des indicateurs très clairs d'une insulino-résistance cellulaire. Et c'est donc un test que je propose dans mes accompagnements pour aller à la source du problème, comprendre ce qu'il se passe vraiment dans notre corps et agir en prévention bien avant que les symptômes ne s'aggravent. Alors, vous voyez, devenir diabétique sans jamais manger de sucre, c'est malheureusement possible et c'est même bien plus fréquent que ce qu'on ne pense parce que finalement le vrai problème, ce n'est pas le carré de chocolat noir que vous prenez le soir, c'est l'accumulation de facteurs silencieux, l'inflammation, le stress, la fatigue, le déséquilibre intestinal, les excès de glucides raffinés, l'hérédité, tout ce que je viens de vous citer. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir et plus tôt vous prendrez conscience de ce déséquilibre, plus ce sera facile à corriger. Donc si vous vous reconnaissez dans tout ce que je viens de partager, si vous sentez que votre corps vous parle mais que le bilan sanguin ne dit rien, alors c'est peut-être le moment de creuser et je vous invite à découvrir mes accompagnements qui incluent le test HTMA. C'est vraiment une porte d'entrée pour mieux vous connaître, comprendre votre métabolisme et retrouver une énergie, un poids stable et une vraie paix avec votre corps. Les liens sont dans la description de cet épisode. Alors, si vous êtes intéressé par ce test et pour être accompagné dans vos problématiques, je vous invite du coup à aller voir dans la description. Sachez juste que je n'ouvre que 10 places par mois parce que j'ai vraiment à cœur de bien préparer le protocole personnalisé pour chacun de mes patients. Et ça prend du temps, ça me prend 2 à 3 heures de temps par personne.
Donc c'est un vrai travail d'investigation que je fais et c'est pour ça que je limite le nombre de places à 10 par mois. Voilà. Et les places partent assez vite en général. Donc, pour ma part, je vous retrouverai avec grand plaisir dans un prochain épisode. En attendant, si l'épisode du jour vous a plu, s'il vous a inspiré et motivé à prendre soin de vous dans votre quotidien, n'hésitez pas à le partager autour de vous, ainsi qu'à laisser une jolie note et un avis si vous souhaitez soutenir le podcast. À très vite!